Alors, l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun, elle s'annonce vraiment comme l'une des plus complexes de ces dernières années. On a un nombre de candidats jamais vu, un budget qui explose et en toile de fond, des crises très profondes. On va décortiquer ensemble les grands enjeux de ce scrutin qui s'annonce décisif. Pour commencer, un chiffre, un seul, 83. C'est tout simplement le nombre de candidatures qui ont été déposées au départ. Un record absolu. Ça montre bien qu'il y a une sorte d'effervescence, une ambition politique vraiment palpable dans le pays. Mais attention, cet élan a été vite douché par la réalité du processus électoral. Après toutes les vérifications, ce chiffre de 83 a littéralement fondu. On est passé à seulement 12 candidatures validées. La course est donc beaucoup plus serrée qu'on aurait pu le penser. Bon, passons au point de départ. Qui sont-ils, ces 12 candidats qui ont réussi à passer le cap? Jetons un œil aux principaux visages de cette élection. Alors, sur la ligne de départ, on retrouve bien sûr le président sortant, Paul Biya du RDPC, le parti au pouvoir. À 92 ans, il brigue un 8e mandat, c'est un fait politique en soi, c'est clair. Et face à lui, on a des figures connues de l'opposition comme Joshua Ossi du SDF, et un fait à noter, il n'y a qu'une seule femme en lice, Hermine Patricia Tomaino, Dame Joya. Maintenant, on va parler d'un aspect qui, franchement, donne un peu le vertige, le coût de la démocratie. Le coût de cette élection. Tenez-vous bien, le budget prévisionnel pour organiser ce scrutin atteint 70 milliards de francs CFA. C'est une somme juste colossale pour le pays. Et pour qu'on se rende bien compte, il suffit de comparer avec 2018. À l'époque, c'était 50 milliards. On voit donc une augmentation énorme. Le coût de la démocratie, il grimpe en flèche. Mais alors, pourquoi une telle hausse? Bon, il y a la logistique, évidemment, plus d'électeurs, plus de bureaux de vote, ça coûte plus cher. Mais la vraie raison, et c'est la plus inquiétante, c'est l'explosion des coûts liés à la sécurité, surtout dans les zones de conflit. Pour aider un peu, l'État donne un coup de pouce, une subvention de 15 millions de francs CFA pour chaque candidat. C'est non remboursable. Mais soyons clairs, 15 millions, c'est une goutte d'eau dans l'océan des dépenses de campagne. Du coup, chaque parti doit se débrouiller pour trouver de l'argent. Et là, on voit s'affronter deux mondes. D'un côté, le modèle traditionnel du RDPC, qui compte sur les cotisations des militants, et de l'autre, des méthodes beaucoup plus modernes, comme le PUR, qui lance des levées de fonds en ligne, du crowdfunding. Et toute cette agitation politique, tout cet argent, il faut bien se rappeler que ça se passe dans un contexte national très lourd. Cette élection, elle n'a pas lieu hors sol, loin de là. Il y a des crises qui servent de toile de fond. Le premier défi, c'est l'économie. La pauvreté est vraiment un problème majeur. En 2022, on parlait de presque 40% de la population sous le seuil de pauvreté. Ce chiffre, il cache une réalité très dure. Ça veut dire qu'environ 10 millions de personnes vivent avec moins de 813 francs CFA par jour. Pour se faire une idée, c'est à peine plus d'1 euro. C'est ça le quotidien de millions de gens. Et comme si cette fragilité économique ne suffisait pas, il faut ajouter une autre couche de complexité, des crises sécuritaires très graves qui secouent plusieurs régions du pays. Et bien sûr, ça pèse énormément sur le climat de l'élection. La plus connue, et sans doute la plus grave, c'est la crise dans les régions anglophones. Tout a commencé en 2016 avec des manifestations d'avocats, d'enseignants, et ça a dégénéré à un véritable conflit armé. Aujourd'hui, le bilan humain est terrible. On parle de plus de 6 000 morts et plus de 700 000 personnes déplacées. Ce qui nous amène à une question très concrète. Comment est-ce qu'on peut faire campagne dans un climat pareil? Une campagne sous haute tension. Dans les régions anglophones, par exemple, la campagne est quasi impossible. Les groupes séparatistes imposent régulièrement des opérations villes mortes, ce qui paralyse tout et installe un climat de peur. Et pour bien comprendre ce que ça signifie, il y a ce témoignage d'un militant à Bamenda, qui est très parlant. Il raconte « J'ai mis une casquette et un cache-nez pour éviter qu'on me reconnaisse sur les photos. » Ça dit tout du danger de s'afficher politiquement. Et là, on observe un décalage assez frappant. D'un côté, on a le discours officiel du gouverneur qui tend à minimiser la situation en parlant d'actes isolés, et de l'autre, on a les candidats qui, eux, ont bien compris que cette crise est au cœur des préoccupations et proposent des solutions urgentes. Forcément, sur la crise anglophone, les propositions sont très différentes. On a d'un côté Joshua Ossi du SDF qui propose une solution radicale, mettre fin à la violence en 100 jours et passer à un système fédéral. À l'opposé, le camp du président Biya mise sur la continuité et l'expérience comme garantie de stabilité. Et entre ces deux extrêmes, il y a des propositions intermédiaires, comme celle de Bello Bouba Maïgari, qui parle d'un statut spécial pour ces régions. Alors, si on met tout ça bout à bout, les candidats, l'argent, les crises, toutes ces pièces du puzzle nous ramènent finalement à la question essentielle. Quel avenir pour le Cameroun?
On le voit bien, cette élection de 2025, ce n'est pas juste une élection de plus. C'est un véritable carrefour pour le pays, un moment critique défini par des enjeux financiers énormes, des fractures sociales très profondes et une campagne qui se mène sous une pression immense. Et ça nous laisse avec la question finale, celle que tout le monde se pose. Est-ce que le scrutin du 12 octobre va permettre d'apporter la stabilité tant attendue, ou est-ce qu'au contraire, il risque d'accentuer encore plus les fractures d'un pays qui est clairement à la croisée des chemins ?